que j'ai partagé. Allô? Bonsoir, madame. J'espère que vous me recevez. Oui, oui, nous vous recevons. D'accord. OK. Merci à tous. Je salue tous les participants et les bailleurs et les organisateurs qui sont présents à ce webinaire. Mon nom, c'est Frédéric Biodon à Desmoulins. Je suis consultant en géomatique, c'est-à-dire en sigle, cartographie et télédétection. Et en biodiversité, je suis membre de la communauté OSM Bénin et président de l'ONG Chomad, qui est le maître d'œuvre de la mise en œuvre de ce projet qui est intitulé Création d'une base de données géospatiale complexe de la ville d'Abomey-Calavi au Bénin. Donc, ma présentation se fait sur ce plan, on va suivre ce plan. Et le contexte, après le contexte, nous allons parler de la méthodologie, des résultats obtenus de ce travail. Nous allons présenter les résultats et quelques difficultés et les perspectives, et puis une conclusion. Donc, en contexte, nous dirons qu'actuellement, il y a près de milliards de personnes qui vivent dans des endroits qui ne figurent pas sur le flou des cartes, alors que ces endroits sont souvent exposés à des risques élevés de catastrophes ou présentent des niveaux élevés de pauvreté multidimensionnelle. Et les cartes libres et collaboratives sont extrêmement utiles pour les praticiens du développement, le gouvernement, les acteurs académiques, le secteur privé et les citoyens, notamment dans des territoires où la carte de base est d'inégalité qualité dans sa couverture et dans sa mise à jour. Donc, dans le cadre de la subvention de la CAFDO à travers le projet Giroir, nous avons reçu la subvention de, de ce projet, de la mise en place d'une base de données dans la commune d'Alada. Et ces données sont à caractère libre sur une plateforme que nous allons vous présenter. Alors, la commune d'Alaga est l'une des communes du département de l'Atlantique, située au sud du Bénin, à près de 50 kilomètres de Cotonou. Alors, pour la méthodologie, nous avons procédé au premier abord au recrutement des agents enquêteurs. Et après, nous avons fait un travail de sélection. Mais il faut dire, avant le travail de sélection, nous avons décidé de former un certain nombre d'agents. Et c'est sur la base de leurs compétences et de leurs mérites que nous avons maintenant sélectionné les meilleurs pour le terrain et pour la collecte des données sur le terrain. Donc, après la collecte, nous avons passé à l'apurement des données. Et après la collecte, bien sûr, que nous avons passé à l'apurement des données, au traitement de ces données, et puis nous avons passé à la réalisation d'une carte UMAP, et puis la mise en place de la base de données des infrastructures socio-communautaires. Donc, comme statistique, pour les agents qui sont allés sur le terrain, nous avons 119% de nos agents enquêteurs qui sont des hommes et 21% des femmes. Donc, les outils que nous avons utilisés pour la collecte, nous avons utilisé deux applications spécifiquement. Nous avons utilisé Hobo Collect pour la collecte et nous avons utilisé l'application OSM-AMD pour les géoréférencements et la mise à jour de ces infrastructures sur la plateforme OSM directement, OpenStreetMap.
Donc, comme résultat, nous avons cartographié près de 52% de nos données que nous avons cartographiées sont les lieux, c'est-à-dire des places, que ce soit des villages ou des lieux publics. Et 28% des données sont de la religion, c'est-à-dire les lieux de culte, et puis les centres de santé, tout ce qui est santé, et puis éducation. Donc, après cette collecte des données et puis apurement, nous avons passé à la réalisation d'une plateforme UMAP où nous avons mis toutes ces données en ligne. Donc, le lien est disponible. Il suffit de taper cartographie des infrastructures socio-communautaires et sur Google Maps et puis tout le monde peut avoir accès à cette carte dynamique. Alors, en termes de production de données, nous avons euh, d'abord numériser les bâtiments de la commune. Donc, tout ce qui est empreinte de bâtiments, nous avons numérisé près de 11 872 bâtiments sur la commune d'Alada. Et comme nous avons l'habitude de le faire chaque fois que nous avons l'opportunité, nous recrutons des nouvelles têtes, des nouvelles personnes pour pouvoir les former et à contribuer dans les jours à venir sur la plateforme et géographique libre au Open Source Map. Donc, comme vous pouvez le constater, et notre troisième figure qui est complètement en bas, qui montre en fait ce que tous ceux qui ont contribué à ce projet sont des débutants en cartographie et numérique. Alors, et comme tout projet, nous avons des difficultés que nous partageons. Ici, nous avons les incompatibilités des appareils et le siège des réseaux de quelques PC et téléphones de nos agents. Manque de moyens financiers, j'avoue que ça n'a pas été facile, mais nous avons géré avec. Donc, nous avons aussi des manques de matériel de terrain au sein de notre organisation. Donc, c'est les téléphones et les PC des agents que nous utilisons pour la collecte des données. Donc, comme perspective, hein, nous prévoyons continuer à former si tous les agents des mairies reculées, les agents techniques des mairies reculées du Bénin et continuer à faire la cartographie détaillée des communes du Bénin et en ce qui concerne les infrastructures socio-communautaires et créer une base de données solide touristique des communes du Bénin. Et puis, enfin, nous prévoyons cette année 2025 de sensibiliser les autorités locales sur l'ouverture des données socio-communautaires et l'importance de ces données dans la gestion de la gouvernance locale. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que grâce aux mini-subventions, nous avons pu former un certain nombre d'étudiants et qui ont bénéficié en fait de ces formations et qui peuvent s'orienter sur le terrain et de collecter les données en temps réel pour alimenter la plateforme OSM. Et les participants ont ont été outillés sur l'application OSM-AND et Kobo Collect pour la collecte des données. Donc, au terme de la collecte de ces données de ce projet, nous avons pu référencer 699 entités sur la commune d'Alada. Donc, ici, nous pouvons voir un peu la photo de, de la mise en œuvre du projet sur le terrain. La première photo montre la formation dans la salle. Et puis, les autres photos, le terrain, le lieu de rassemblement et puis les superviseurs qui sont allés maintenant sur le terrain euh, pour la qualité en fait des données et puis les difficultés en temps réel que les agents rencontrent sur le terrain. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention
Merci beaucoup, madame. Je suis à la fin de la présentation. Ok, merci à Monsieur Abiodoun pour sa présentation. S'il y a une ou deux questions, il se fera le plaisir de les répondre. Allô, Nina, je peux parce que j'arrive pas à lever la main, je suis avec mon téléphone. Ok, allez-y. Ok, j'ai juste une petite question. Quand on parle de géomatique pour le développement durable, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de cette utilisation dans le secteur de la santé? Parce que je n'ai pas eu l'impression d'en avoir. Donc, s'ils peuvent nous dire quelques exemples d'utilisation de la géomatique pour le développement durable dans le cadre de la santé. Ok, merci docteur, pour votre question. Déjà, Géomatique et développement durable, c'est une organisation qui travaille dans plus de tous les domaines. Nous sommes spécialisés dans la collecte et le traitement des données, que ce soit en fait le géoréférencement des entités de santé, ainsi de suite. Donc, c'est l'application en fait des données numériques sur la cartographie, surtout. C'est surtout ça qui est notre domaine d'intervention. Si. Ok, merci pour les éclaircissements. Nous allons demander à Monsieur Koné d'aller pour sa présentation. Monsieur Koné, vous êtes là? Monsieur Koné, on ne vous entend pas. Ok. Bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Oui, maintenant, oui. C'est bon? Vous me recevez? Oui, oui. Vous me recevez? Ok, d'accord, ok, bonsoir. J'aimerais vous présenter mon projet. Vraiment, avant de présenter, je tiens à remercier KFDO pour la mini-subvention, suite et tous les bénéficiaires du projet dans le secteur. Ok, mon projet porte sur la création d'une base de données ouverte sur les techniques de maraîchage biologique et durable au profit des zones du Mali.
Excusez-moi, hein, il y a un problème technique là. Oui, il semble qu'il a un problème technique, Sidonie, et qu'on n'arrive pas à l'entendre. Donc, il est en train d'essayer de résoudre. Monsieur, monsieur Konaté, si je ne me trompe pas, ce que vous faites là, si ça ne marche pas du tout, je vous propose de vous déconnecter et de vous reconnecter. Hein, monsieur Kamisoko? Si ça n'arrive pas à marcher, vous vous déconnectez et vous vous reconnectez. Merci. Ok. Apparemment, monsieur Koné a des soucis de connexion. On va passer donc à Madame Esther en attendant que monsieur Koné revienne. Vous êtes là, Madame? Bonsoir. Oui, j'ai fait, j'ai envoyé. Toujours go, oui. Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, oui, on vous reçoit. Ok, d'accord. Je voudrais partager mon écran s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je suis Ojediji Adedayo Esther. Mon idée de projet porte sur le développement d'une plateforme pour promouvoir l'innovation agricole grâce à l'accès aux données ouvertes vers des pratiques maraîchères intelligentes et durables. Euh, ce Cette présentation s'articulera autour de 6 points. La pertinence du projet, les objectifs du projet, les activités réalisées dans le cadre du projet, l'aperçu de la plateforme, les difficultés rencontrées et enfin les perspectives futures. En termes de pertinence du projet, de nombreux producteurs maraîchers sont confrontés à un accès limité des données agricoles pertinentes, actualisées et fiables. Cette insuffisance d'informations entrave la prise de décision éclairée, la planification et l'innovation dans l'agriculture. Le manque de données ouvertes freine la capacité des agriculteurs et des innovateurs à développer et à intégrer des solutions technologiques adaptées aux besoins locaux, ralentissant ainsi l'innovation et la modernisation des pratiques agricoles. Ce projet vise ainsi à améliorer l'accès aux données agricoles ouvertes afin de favoriser l'adoption des pratiques d'agriculture intelligente tout en renforçant la productivité, la résilience et la durabilité dans la production maraîchère. Je voudrais confirmer si vous me recevez. Allô? Oui, oui, continuez. On vous Ok. reçoit très Ok. En termes d'objectifs du projet, ce projet vise à améliorer l'accès aux données agricoles, c'est-à-dire créer une plateforme qui centralise et rend facilement accessibles les données ouvertes pertinentes pour les agriculteurs en se concentrant sur les informations spécifiques aux pratiques maraîchères. Ainsi aussi, renforcer les capacités des agriculteurs, c'est-à-dire organiser des formations pour aider les maraîchers à comprendre et à utiliser les données ouvertes, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et d'adopter des pratiques plus durables. En termes d'activités réalisées, plusieurs activités ont été réalisées. Premièrement, nous avons procédé à la phase exploratoire du terrain, au cours de laquelle nous sommes rentrés en contact avec les maraîchers pour connaître les besoins en termes de données. Et c'est ces besoins-là que nous avons adoptés aux outils de
collecte de données avant de déployer les agents collecteurs. Donc, nous allons d'abord former ces agents collecteurs à mieux utiliser les outils de Kobo Collect pour la collecte de données. Donc, c'est après cette formation des agents enquêteurs que la phase de collecte de données a été exécutée. Nous avons fait la collecte de données auprès des producteurs, auprès des responsables d'associations maraîchères et des représentants d'entreprises technologiques. Une autre activité qui a été réalisée était la création du site web et hébergement des données. Tout juste après la collecte des données, nous avons traité les données collectées et nous les avons analysées et réordonnées. C'est ces données réordonnées traitées qui ont été hébergées sur le site créé. Nous avons déjà le lien du site qui se présente sur mon écran. Après cela, nous avons organisé des formations aux producteurs maraîchers sur l'utilisation du site. Les sessions de formation ont été organisées pour accompagner ces agriculteurs dans la compréhension et l'utilisation des données ouvertes. Nous vous présentons ainsi l'aperçu de notre plateforme de bonnes pratiques dans la production maraîchère. Et d'après les statistiques, jusqu'à ce jour, nous avons actuellement plus de 200 vues sur la plateforme. En termes de difficultés rencontrées, la mise en œuvre de notre projet a rencontré plusieurs difficultés, notamment le manque de coopération de certaines communautés locales, souvent liées à une méfiance persistante, ce qui a entravé certains entretiens et échanges essentiels. Donc, pour surmonter ces obstacles, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les responsables des associations de maraîchers afin de renforcer la confiance. Par ailleurs, nous prévoyons de déployer une stratégie de communication transparente et participative en intégrant les communautés dès le départ afin de favoriser leur coopération et de légitimer pleinement le projet. En termes de perspectives futures, nous pensons élargir cette plateforme à l'ensemble des producteurs agricoles, qu'ils soient de petites ou de grandes exploitations, afin de leur offrir un accès aux données ouvertes sur les bonnes pratiques agricoles, contribuant ainsi à une agriculture plus intelligente et durable. Je voudrais partager avec vous quelques photos de la réalisation de notre projet. La première photo, nous avons la phase exploratoire avec quelques maraîchers. Ensuite, la phase de la formation avec les maraîchers. Donc, et la photo la plus large, c'est un aperçu de la plateforme sur le téléphone d'un des maraîchers lors de la formation. Donc, je suis à la fin de ma présentation. Je ne sais pas si vous me permettez d'aller directement vérifier la plateforme directement, quoi, en ligne. OK. OK, d'accord. Voilà un peu la plateforme, l'aperçu. Voilà, il y a différents articles. On ne voit pas, hein, ça n'a pas partagé. Ah, OK. Un instant. OK, c'est bon maintenant. Voilà la plateforme, l'aperçu. Nous avons plusieurs articles. Le premier, le système d'arrosage, ensuite les outils, quelques informations sur la culture des concombres, et pastèques, gombo, piment, choux, carottes, tomates. Voilà un peu. Et une fois que chaque case est cliquée, ça ressort les informations complètes sur cette culture-là. Tout ce qu'il faut, les maladies, les systèmes d'arrosage qu'il faut, comment cultiver du début jusqu'à la récolte, ainsi de suite pour tous les différents cultures. Je vous remercie.
Ok, nous vous remercions pour votre présentation. Pouvez-vous mettre le lien de la plateforme dans la discussion? Ok, d'accord, je le fais tout de suite. Ok, y a-t-il une question pour madame? Oui, moi j'ai une petite question. Oui, allez-y. Ok, ma question elle est simple. Quelle est la valeur ajoutée d'une plateforme web de ce type par rapport au maraîchage classique? Moi, je m'attendais plutôt à avoir quelque chose sur le maraîchage bio en faisant ce qu'on appelle des cultures dans des appartements ou bien sur des terrains très petits en ville au lieu d'aller sur des espaces de maraîchage parce que ça, c'est classique, quoi. Je n'ai pas vu beaucoup d'innovation. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Oui, madame Esther, vous êtes invitée à répondre. Allô? Oui, allez-y. Ok, je vous remercie pour la question. En termes de valeur ajoutée, le premier aspect est que il y a plusieurs maraîchers qui ignorent certaines informations concernant certaines cultures. Maintenant, l'hébergement de ces informations sur notre plateforme les permet d'avoir facilement accès à ces données-là. Ils vont seulement sur la plateforme, voilà, je veux ci, je veux ça. Ils peuvent facilement avoir ces informations. Et aussi, il y a certains maraîchers qui font face à certaines maladies des cultures. Grâce à cette plateforme, dans la suite, au niveau de chaque culture, nous avons essayé de lister les maladies de chaque culture et les traitements appropriés qu'il faut apporter à ces cultures-là pour les permettre de se développer comme cela se doit, de lutter également contre ces différentes maladies-là. Donc, c'est un peu les valeurs ajoutées qu'il y a. Ok, merci bien pour vos explications. Nous allons passer au bénéficiaire suivant. Monsieur Koné, êtes-vous prêt? Monsieur Koné, on ne vous entend pas. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Bonsoir, vous oui. m'entendez? C'est bon? Ok, bonsoir, je m'en vais vous présenter mon projet. Je ne vais pas commencer sans remercier les partenaires techniques et financiers. Les partenaires financiers, c'est le KFDO, vraiment nous a accordé la mini-subvention pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, pour la mise en œuvre de ce projet, ensuite, et les bénéficiaires qui ont participé à la formation. Donc, mon projet porte sur la création d'une base de données ouverte sur les techniques de maraîchage biologique et durable au profit des petits exploitants dans le secteur de Sibi, région de Kouligoro. Donc, par rapport au plan, il y a la mise en contexte, objectif du projet, la méthodologie et les résultats. Donc, le développement durable est au cœur de l'organisation internationale promue par la communauté d'Afrique francophone des données ouvertes, qui a accordé la mini-subvention à travers l'appel à candidature du projet dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet IRWA. Il s'agit pour moi de valoriser les données ouvertes pour produire durablement et réduire l'utilisation
des produits chimiques de synthèse. L'objectif du projet était de former et sensibiliser les producteurs sur l'importance des données ouvertes dans la gestion durable des exploitations agricoles en milieu rural. En ce qui concerne la méthodologie s'est passée à des étapes. La première étape qui consiste les échanges directs avec les experts du domaine de l'agriculture durable et biologique au Mali. La deuxième étape consiste à faire une revue de la littérature au Mali et dans le monde entier. Les données collectées à travers ces échanges directs et revues de littérature nous a permis d'avoir les données ouvertes dans le domaine de l'agriculture durable et biologique. Et ces données ont été compilées pour rédiger plutôt un support de formation. Ce support de formation nous a permis de former les producteurs. On a formé plus de 67 producteurs dans la commune rurale de Sibi. Et le support a été partagé ensuite avec les producteurs, les autorités, des autorités locales et administratives, et coutumières, tout, ensuite, et les ONG. Les bénéficiaires qui ont été formés ont été envoyés par différentes coopératives agricoles. Maintenant, chacun doit faire un retour à sa base. Donc, nous, tu as été formé, ensuite, on t'a donné un support de formation. C'est à toi maintenant d'aller former ta coopérative. Bon, donc, c'est comme ça que ça a été procédé. Par rapport aux résultats, on a mis l'emphase sur la santé, sur la gestion de la fertilité des sols, qui est une base essentielle pour améliorer la santé des sols. La matière organique, ce sont des matières généralement d'origine animale ou végétale qui sont disponibles en milieu rural. La valorisation de ces matières permet la création, le maintien, l'entretien, l'amélioration de la fertilité naturelle des sols. Ensuite, la matière organique va assurer la stabilisation des éléments minéraux qui sont disponibles graduellement pour les plantes ou pour plusieurs années. Ensuite, l'utilisation correcte de cette matière organique va permettre la prévention et lutte efficace contre les effets néfastes du changement climatique. Pour la matière organique, il faut passer par le compostage. Le compostage, c'est un procédé contrôlé de transformation de la matière organique fraîche par les micro-organismes vivants dans le sol ou dans la matière pour avoir un produit fini qu'on appelle le compost. Bon, donc, pour le compostage, au cours de ce projet, on a montré aux producteurs, parce que les producteurs, ils fabriquent les composts, mais quelle qualité? On a montré aux producteurs, pour faire le compostage, il y a certains critères qu'il faut respecter. Par exemple, les déchets sont classés par catégorie. Première catégorie, c'est les déchets faciles à composter. Ces déchets, par exemple, il y a les déchets de cuisine, les restes d'aliments, fruits et légumes abîmés, les noix, les légumineuses, ainsi de suite. Les déchets difficiles à composter, qui sont les déchets lignés, comme les branches, les troncs, les tiges, les noyaux, ainsi de suite, les graines de mauvaises herbes. Maintenant, il y a des déchets impossibles à composter. Parce qu'ici au Mali, les gens ramassent n'importe quoi, aller les déposer dans les champs, et ils ne savent pas qu'il y a certaines matières qui ne peuvent pas être compostées. Donc, on les a montré quels sont les déchets impossibles à composter. Il y a les plastiques, qui sont vraiment répandus ici au Mali, les verres, les messes des chevaux, ainsi de suite. La deuxième catégorie qu'on a montré aux bénéficiaires, on a classé aussi les déchets par certains groupes. Les déchets qui sont riches en carbone, il s'agit des branches taillées, les pailles, les feuilles sèches, les suies de bois, ainsi de suite. Et on a dit, seul, il ne peut pas se composter, soit il se composte lentement. Les déchets qui sont riches en azote, par exemple, les déchets de cuisine, les herbes vertes, les feuilles vertes, ainsi de suite, ils se dégradent facilement. Ensuite, les déchets humides qui ont un teneur élevé en eau, on les a dit, l'eau qu'il contient, pendant le compostage, il peut dégager des odeurs. Donc, les déchets secs qui ont un teneur très faible en eau, ces déchets comme les branches taillées aussi, les sèches, les papiers, les cartons, ainsi de suite. Il ne peut pas se composter sans la présence d'eau et parfois, il faut ajouter des déchets qui sont riches en azote. Maintenant, les déchets grossiers qui ont
grosse taille, tels que les branches, les rameaux, les bois, ainsi de suite. Si on les classe seuls, ils vont occuper des espaces. Bon, donc, les déchets fins, comme les coquilles, les coques, les mauvaises herbes, les feuilles, ainsi de suite. Bon, donc, pour avoir un compost de meilleure qualité, le producteur doit prendre soin ou le temps de mélanger tous ces déchets-là. Tous ces déchets, les déchets facilement compostables, difficilement compostables, les déchets carbonés, azotés, humides, secs, grossiers et fins, doivent mélanger pour avoir un compost de meilleure qualité. On a montré aussi aux producteurs quelques plantes qui sont utiles, qui peuvent être utilisées pour lutter contre les ravageurs et certaines maladies. Ces plantes sont tellement utiles, leur importance sur l'environnement, les effets est non nocif sur l'environnement, sur l'écosystème. Sur le plan économique, la matière première est disponible et l'accès est facile. Et sur le plan sanitaire, après le traitement, on peut consommer les produits qui ont été traités avec ces plantes. Par rapport à ces plantes, on a collecté certaines plantes à travers les essences qui ont été menées avec les experts et dans la revue de littérature. Il s'agit des feuilles de Nîmes. Nîmes est très répandu ici au Mali. Il se trouve un peu partout au Mali ici. Les feuilles de Nîmes, si on prend 15 kg de feuilles, mélangées avec l'huile du carapa, qu'on appelle ici au Mali huile de Kobi, on va laisser la fermentation pendant au moins une nuit, 24 heures, filtrer la solution, mélanger avec 10 litres d'eau, ensuite et pulvériser la parcelle. Ça va permettre au producteur d'empêcher l'introduction des ravageurs, que ce soit n'importe quel ravageur dans sa parcelle, et ça va lui permettre d'avoir une bonne santé. Ensuite, il y a les graines de Nîmes aussi, qui est très important dans la lutte contre les ravageurs. On prend seulement 2 kg de graines de Nîmes, pilées, mélangées avec l'huile du carapa, ensuite ajouter 5 litres d'eau. Ensuite, on a la solution, on va filtrer, on laisse en fermentation au minimum au moins une nuit. Mais s'il y a l'urgence, on peut accélérer un peu. On va laisser au moins une nuit. Ensuite, on va filtrer la solution, on va mélanger avec 5 à 10 litres d'eau, on va traiter les parcelles. Ensuite, les feuilles de papaye, les papayes sont un peu partout ici au Mali, ils sont très riches et surtout, on les produit en milieu rural. On prend les feuilles de papaye, soit on les découpe, soit on les pile dans les pilons, soit on les pile avec les pilons. On va presser, on va obtenir la solution. La solution qu'on va obtenir, il faut ajouter l'huile du carapace, parce que le rôle de l'huile, ça, c'est permettre à la solution de se coller aux feuilles des plantes. Parce que l'huile est collante, bon, donc on va ajouter l'huile du carapace en raison de 4 litres d'eau. Et la solution qui sera obtenue, on va utiliser les plantes et ça va nous protéger, ça va protéger les plantes contre les ravageurs. Il y a un mélange de l'ail et du piment aussi. C'est 10 kg de l'ail, 5 kg de piment, on va mélanger, on va piler ensemble. Ajouter le thé de tabac, il s'agit des feuilles de tabac, on va bouillir ça, on va ajouter de l'eau des feuilles de tabac. On va ajouter l'huile du carapace, ensuite on laisse en fermentation pendant 2 nuits. Cette solution peut être utilisée pour lutter contre les chenilles, les collecteurs et d'autres, et même les acariens et d'autres ravageurs des cultures, bien sûr. Il y a aussi le caïcédra, qui est répandu ici au Mali en milieu rural. On va utiliser cette fois-ci les écorces. Prend 5 kg, on va piler, ensuite ajouter 20 litres d'eau. Et pendant 3, on va mélanger aussi avec l'huile du carapa. On va filtrer la solution et on va pulvériser la parcelle afin de lutter contre les ravageurs. Bon, donc, par rapport à la vulgarisation des résultats, comme l'objectif était de former et sensibiliser les producteurs, on avait au départ prévu tous les cercles de suivi. Mais les cercles de suivi comptent 3 grands arrondissements. Bon, vu l'instruction des fonds, on s'est limité à la commune de Sibi qui compte 21 villages. Bon, donc, avec les autorités locales, les conseils locaux de la jeunesse, on a sélectionné les coopératives et ils ont envoyé leurs représentants pour la formation qui a eu lieu le 5 janvier passé. On avait prévu 100 personnes, mais 65 personnes ont répondu à la formation. Et le support a été partagé avec ces 65 personnes, plus les autorités locales, plus les ONG. Bon, donc, ils ont recommandé de procéder à la remise d'une attestation après la formation et on a inclus ça.
ce qui n'était pas prévu, mais les producteurs ont recommandé ça. On a fait ça à la fin de la formation. Ça, c'est des images. J'ai envoyé aussi des vidéos. Par rapport aux difficultés, il y a eu insuffisance de fonds. Vraiment, les coopératives ont recommandé si on peut former tous les coopératives du secteur en fait d'avoir un impact holistique. C'est ça qui a été recommandé. Ce qui n'a pas été fait parce que tous les coopératives du secteur n'ont pas été fermées. Mais on s'est limité aux coopératives qui sont présentes dans la commune rurale de Sibi. Voici quelques témoignages. Je vais vous laisser lire ça vous-même, vous allez le lire. Ça, c'est les témoignages qui ont été formulés par les bénéficiaires, les gens qui ont participé à la formation. Ça, c'est 2 personnes. Ensuite, il y a 2 autres personnes qui ont fait des témoignages. J'ai inclus ça dans mon rapport. Ensuite, à la conclusion, grâce à la mini-subvention qui a été accordée, plus de 65 personnes ont été formées sur les techniques de maraîchage biologique et durable dans la commune rurale de Sibi. Vraiment, ces bénéficiaires aussi ont reçu chacun un support de formation et les ONG. Vraiment, je ne vais pas quitter sans remercier les CAIFIDO à travers les projets de loi pour la subvention et je vous remercie. Merci, M. Koné, pour votre présentation. Y a-t-il une question pour M. Koné? Ok, moi j'ai une question aussi. OK. Ok, ma question est la suivante. Monsieur Koné semble avoir mis en place un projet assez intéressant avec la mini-subvention. Alors, quelle est la suite de ce projet, même si la mini-subvention s'arrête? Quelles sont les stratégies et les mécanismes qu'ils mettent en place pour une pérennisation de leur action? Je le félicite pour cette belle présentation sur la gestion des déchets et le compostage. Merci. OK, vraiment, merci pour la question. La suite, même après l'arrêt, il y aura des impacts. La durabilité du projet, c'est ce qui a été planifié. J'ai échangé avec le conseil local de la jeunesse de Sibi qui a organisé cette formation et qui m'a aidé à sélectionner les coopératives, qui a la liste de toutes les coopératives. Je le dis, je suis à leur disposition. Ils peuvent organiser des formations, des renforcements des capacités pour le rappel, même chaque année ou à chaque 6 mois, moi je suis disponible. S'ils ont besoin de moi pour le renforcement des capacités, moi, je vais faire le déplacement pour aller faire la formation, faire un rappel à ceux qui ont participé, surtout les coopératives. Ensuite aussi, ils m'ont demandé si je peux passer dans les jardins un à un. On a dit, il n'y a pas de problème, on va se planifier et je pourrais faire les visites et formuler des recommandations sur place afin de les aider vraiment à inclure ce qui a été dit lors de la formation. Est-ce que la question a été répondue? Allô, vous m'entendez? Oui, merci pour votre réponse. Merci. Ah ben voilà, merci. OK, merci bien. Nous allons passer à M. Ismaël pour la dernière présentation. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Ismaël Abdoulaye. Je viens du Niger. Je suis le porteur du projet tableau de bord sur la compréhension des inondations au Niger. Je peux partager mon écran comme l'autre écran est toujours actif. Bon, donc c'est l'écran de Mariuma. S'il vous plaît, vous pouvez le dégager. Monsieur Koné, vous pouvez arrêter le partage. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, ok, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux
de participer à cette cohorte qui m'a permis vraiment de proposer un travail vraiment performant pour une bonne compréhension des phénomènes des inondations au Niger. Et merci vraiment à CAFDO, vraiment pour les efforts. Sachez que le Niger est depuis fort longtemps confronté à une recrudescence des inondations coûtant la vie à des centaines de personnes, avec aussi des dégâts matériels incalculables. Ce constat nous a permis de proposer ce projet pour que maintenant le voie de solution soit effective à travers les données. Et pour ce faire, nous avons eu comme objectif de ce projet, c'est d'améliorer la compréhension du phénomène des inondations au Niger à travers des données, et c'est également d'apporter une réponse exacte aux causes des inondations au Niger. Ensuite, et enfin, de développer une résilience de la communauté locale. Pour ce faire, nous avons adopté un plan d'action logique qui nous a permis à concrétiser ces tableaux de bord. D'abord, nous avons collecté les données auprès de plusieurs institutions ainsi que même des organisations internationales ainsi que même des documents stratégiques tels que Anadia.2. Nous avons aussi reçu des données auprès de la direction régionale de l'action humanitaire ainsi que même de l'organisation OCHA Niger. Après cela, nous avons nettoyé le données pour que le données soit plus apte pour l'analyse. À travers, nous avons aussi analysé les données. Nous avons ensuite conçu le tableau de bord avec Power BI. Et le 5 de ce mois, nous avons organisé une cérémonie de partage qui nous a permis de partager le travail à une trentaine de personnes issues de la couche socio-professionnelle. C'est une communauté composée de journalistes, de chercheurs, des acteurs de la société civile, de groupes de jeunes et vraiment beaucoup des acteurs vraiment qui intègrent ou bien qui interviennent dans le domaine de l'action humanitaire. Maintenant, nous allons vous présenter maintenant le résultat avec Power BI. Power BI, c'est un logiciel qui nous permet de réaliser ce qu'on appelle des rapports. Comme on dit des rapports, c'est le résultat comme ça. C'est un tableau de bord interactif. Si vous voyez maintenant la première page de ce tableau de bord, nous avons ici les sources. Ici, nous avons, je ne sais pas si vous pouvez lire, ici, ce sont les données de 1980 à 2024. Ici, c'est la somme des sinistrés que le Niger a enregistrés de 1980 à 2024. Comme vous le constatez ici, ce sont des données concernant les maisons détruites de 1980 à 2020. Mais pourquoi de 2020? Et c'est parce que ce sont des données qui sont disponibles. Ici, nous avons les cultures qui ont été détruites par les inondations de 1980 à 2020. Ici, nous avons le nombre de décès de 2020 à 2024 parce que ce sont les données disponibles. C'est entre cette fourchette que nous avons recensé 761 décès et la période la plus meurtrière, c'est l'année 2024, là où le Niger a enregistré plus de 396 décès. Ici, nous avons l'ensemble de localités qui ont été touchées par les inondations. Et il s'agit de 7124 localités. Ici, nous avons le nombre de bétails qui ont été touchés par le phénomène. Il s'agit de 45 000 bétails. Comme vous voyez ici, c'est la somme des dégâts que nous avons pu collecter. Et ce qui est facile aussi avec Power BI, on peut aussi constater la base de données avec laquelle nous avons pu organiser ou bien nous avons pu concevoir vraiment ces tableaux de bord. Voilà, comme vous le constatez ici. Ensuite, on peut voir la seconde
page, c'est une page interactive qui nous permet un peu de choisir la région. Comme vous voyez ici, ce sont toutes les régions du Niger. Si aujourd'hui, si j'aimerais avoir des données sur les sinistrés, sur les maisons effondrées, le bétail, les cultures, les localités touchées, il suffit juste d'appuyer sur une région et vous allez constater que ça va me ressortir les données concernant la région. En ce qui concerne, et aussi, je peux aussi revenir, à première vue, sans pour autant rentrer dans l'analyse des données, on pouvait constater que le phénomène des inondations touche toutes les régions du Niger. Il y a des régions comme Tillabéri qui est la plus touchée en termes de sinistrés, en termes aussi des localités touchées. C'est une région qui a de cours d'eau et parce que ce cours d'eau ont favorisé vraiment ce phénomène. Mais si vous voyez maintenant le cas de la région des Andes, c'est une région dont la ville n'a pas aussi de cours d'eau assez vraiment efficace pour provoquer des inondations. Et comme vous le constatez, maintenant, d'après nos recherches, il s'agit là d'un problème lié maintenant à l'urbanisme. Voyez ce qu'on peut dire par rapport à ces tableaux de bord. Ainsi, on peut aussi avoir accès à l'ensemble de bases de données. Et ici, je vois. Voilà, maintenant, concernant la feuille 2, ici, nous avons le nombre de décès. Ici, il s'agit là des sinistrés. Oui, ça dépend aussi de ce que nous pouvons faire avec le feuille. Ici, je vois ces feuilles. Voilà en ce qui concerne notre travail sur le tableau de bord. Et ici, c'est la concentration des données. C'est une matière première accessible à tout le monde. Donc, je vais vous mettre en lien le PDF, le rapport de ce tableau de bord, en attendant aussi la mise en ligne pour une utilisation interactive sur le net. Vous pouvez, dans l'avenir, cliquer ou accéder au filtre pour avoir les données sur les régions concernées, ainsi que même sur une variable vraiment qui vous intéresse. Voilà un peu la fin de ma présentation. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Y a-t-il une question? Ok. Ok. Apparemment, il n'y a pas de questions pour M. Ismaël. Nous allons remercier tous les participants ainsi que les bénéficiaires pour le travail abattu. La semaine prochaine, nous allons continuer la série de webinaires avec 4 autres bénéficiaires. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 15 heures. Merci bien et bonne soirée à vous.